Ah, c'est bon. Attends, ah, c'est bon. Tu peux y aller. Tu peux continuer, Gabriel. Vas-y. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'assistance, bonsoir à toutes les autorités des LIUS et bonsoir à tous les étudiants. Et j'ai l'honneur de présider la dernière séance de ce soir. Et le président. Et ma présidence n'est pas le fruit d'un coup d'État, ne vous en faites pas. Et c'est bon, on me l'a offert et bon, et j'ai accepté. Et bon, voilà, et nous allons présider cette séance avec la mémorante Giovanni Montisol, Madame Anaïs Biron. Et cette mémorante est produite avec 3 étudiants. Nous allons entendre l'exposé et ce mémoire qui est le fruit du travail de ces 3 étudiants. Donc, 2 étudiants, Giovanni Montisol, c'est un étudiant, et Madame Anaïka SB Biron. Donc, vous avez la parole, messieurs et mademoiselles et messieurs, et le mémorant et la mémorante, et vous avez 10 minutes pour présenter l'exposé, et on vous écoute. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Bien qu'il y ait un petit souci d'Internet à l'US, nous allons essayer de faire de notre mieux pour présenter rapidement ce travail. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous accorder votre attention pour la présentation de notre mémoire de licence en gouvernance publique intitulée Gouvernance scolaire, accompagnement du changement et usage d'un système numérique de gestion scolaire, le cas des établissements de Jacmel. Ce travail qui a été réalisé sous la direction du Dr Christophe Providence. Notre présentation s'articule autour de 8 points. Le contexte et la problématique, les hypothèses et objectifs, le cadre théorique et la méthodologie, les résultats, la discussion et la validation des hypothèses, les limites de l'étude, nos recommandations, puis la conclusion et les perspectives. Chers membres du jury, les établissements scolaires de Jacmel connaissent une transition progressive d'une gestion traditionnelle, souvent manuelle et cloisonnée, vers une transformation numérique portée par l'adoption d'une plateforme de gestion scolaire. Cette transition se heurte cependant à des difficultés administratives réelles, telles qu'une lenteur dans le traitement des dossiers, une faible coordination entre les acteurs, des erreurs de saisie, une mauvaise circulation de l'information, et il en résulte une adoption inégale de l'outil selon les établissements. Cela nous a donc conduit à la problématique suivante. Dans quelle mesure le pilotage institutionnel et les leviers d'accompagnement influencent-ils l'usage effectif d'une plateforme numérique des gestions scolaires et ses effets organisationnels? Pour répondre donc à ces questions, nous avons formulé 3 hypothèses. Hypothèse 1, une répartition claire des rôles, une circulation fluide de l'information et une participation des acteurs influencent positivement l'appropriation de la plateforme. Hypothèse 2, la formation, la communication et le soutien technique réduisent les résistances organisationnelles. Et hypothèse 3, l'usage régulier de la plateforme améliore la qualité des données, les délais de traitement et la coordination entre les acteurs. Notre objectif général est donc d'analyser l'influence du pilotage scolaire et de la conduite du changement sur l'adoption et l'utilisation de ces plateformes. Plus spécifiquement,
Il s'agit de décrire les pratiques de gouvernance scolaire, d'identifier les facteurs facilitants et les freins, d'évaluer les effets organisationnels de la plateforme et de formuler les recommandations concrètes. Notre analyse s'appuie sur 4 modèles complémentaires. Le modèle TAM de Davis, qui met l'accent sur l'utilité perçue et la facilité d'utilisation. Le modèle UTOT de Venkatesh et ses collègues, qui est centré sur les conditions facilitatrices et l'influence sociale. Et le modèle de Dillon et McLean sur le succès des systèmes d'information. Et enfin, le modèle de Potter qui structure la conduite du changement en 8 étapes. Cet ancrage théorique a été mis en dialogue avec des travaux haïtiens, notamment ceux de Joint, des Hommes, le GTEF, Providence et Tordieu. En termes de méthodologie, nous avons adopté une approche mixte. L'étude s'est donc déroulée dans 4 établissements scolaires de Jacmel auprès des enseignants et du personnel administratif. Un questionnaire à échelle de Likert en 5 points a été administré à 40 répondants, complété bien sûr par 4 entretiens avec les directions d'établissement. Les données ont fait l'objet d'une analyse statistique descriptive et d'une analyse thématique sur la période du 16 au 27 mai 2026. Cette triangulation méthodologique inspirée de Denzen nous a permis donc de croiser les données qualitatives et les données quantitatives. Permettez-moi de faire place à mon binôme Montisol pour la suite de la présentation. Merci, Madame Anaïka, pour votre présentation. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les résultats. Pour le profil des répondants, on a eu 40 répondants répartis équitablement dans les 4 établissements pilotes de Jacmel, soit 80% de professeurs et 20% de personnel administratif. Comme nous le voyons, nous avons choisi 2 types d'établissements, les établissements publics et les établissements privés. Continuons. Pour la formation... Montisol, il faut centrer la caméra. On te voit, voilà, c'est bien. Là, on te voit, c'est bien. Ah, ok. D'accord. Pour la formation reçue sur la plateforme, un constat majeur se fait. 65% des répondants n'ont reçu presque aucune formation sur cette plateforme. Comme OTC et Muto l'avancent, un bon accompagnement favorise l'appropriation de la plateforme. Mais ici, cela représente un grand problème. Pour les résultats de la gouvernance, on a une moyenne de 3,49 sur 5 qui équivaut à 54,6%. Donc, on peut dire que le pilotage institutionnel reste le maillon faible de notre étude. Pour la perception et effet, on peut dire que dans le cadre théorique on peut 90% des répondants trouvent que la plateforme est facile. 90% des répondants trouvent que la plateforme est utile, tandis que 30% des répondants trouvent que on va analyser. Pour l'amélioration de l'efficacité, près de 92,5% des répondants trouvent que la plateforme améliore leur efficacité. Pour les effets organisationnels, c'est un très bon résultat aussi. On remarque 92,5% un impact positif. La réduction des délais, une communication facilitée, la qualité des informations améliorée, une bonne coordination et une prise de décision. En gros, notre moyenne générale est de 3,91 sur 5, soit 69,3% d'accord global. Alors, on peut dire que la gouvernance est le levier d'amélioration prioritaire dans notre travail. Les hypothèses sont-elles validées ou pas? On va tout de suite voir. La première hypothèse qui stipule l'appropriation est pas seulement
parce que dans les écoles qu'on a étudiées, la gouvernance est parfois mal entretenue. La gouvernance n'est pas trop claire, les rôles ne sont pas trop bien définis. Pour l'hypothèse 2, qui stipule que l'accompagnement est égal à une réduction des résistances, elle est soutenue, car on a vu tout au long du travail que quand quelqu'un reçoit une formation, elle est apte à adhérer à la plateforme en question. Pour l'hypothèse 3, qui stipule qu'un usage régulier de la plateforme améliore l'organisation. Elle est soutenue car on a vu dans nos résultats que près de 90% ont vu que les délais sont réduits, il y a une meilleure communication. Et les 3 hypothèses sont soutenues par les données empiriques. La réussite de la transformation numérique dépend de la gouvernance, l'accompagnement du changement et de l'usage effectif de la plateforme en question. Comme dans toute étude, nous avons des limites. Premièrement, nous avons fait l'étude sur une portée géographique limitée, telle que Jacmel. La taille de l'échantillon n'est pas trop grande, avec 40 répondants. L'étude a été réalisée à un moment précis, donc une étude transversale. Les données principalement déclaratives, ce qui veut dire qu'on se fie à la déclaration des gens, mais on n'a pas vraiment de preuves. Aussi, on a les facteurs externes, comme l'Internet, les infrastructures qui ne dépendent pas de nous. Nous avons, face à cela, proposé des recommandations à 3 horizons. Premièrement, nous avons des recommandations à court terme. On propose des formations continues et adaptées. La désignation de référents numériques pour accompagner les utilisateurs. La création de systèmes de suivi et d'évaluation pour voir comment les utilisateurs avancent. À moyen terme, on propose une gouvernance participative. Il faut que la gouvernance soit plus claire, que les rôles soient mieux définis. Ensuite, il faut former des comités numériques par établissement pour gérer la plateforme. Ensuite, on propose une consultation régulière des utilisateurs pour la progression. À long terme, on propose une politique nationale de numérisation, une infrastructure numérique renforcée et une plateforme hors ligne avec synchronisation pour contourner le problème d'Internet. Ensuite, nous avons les perspectives. Notre étude ouvre plusieurs pistes de recherche pour prolonger ce travail. Une extension géographique. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons seulement fait l'étude à Jacmel. Un chercheur, s'il veut continuer le travail, il doit élargir ses horizons vers d'autres régions. Une étude longitudinale. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, notre étude était placée dans le temps. Un chercheur peut aller plus profondément dans la période d'étude. Ensuite, le leadership et la culture organisationnelle. Un chercheur peut approfondir dans le rôle du responsable des directions pour voir comment cela peut influencer. Pour conclure, on peut dire que notre étude met en évidence que la gouvernance, l'accompagnement et l'usage effectif sont 3 leviers indissociables de la réussite d'une transformation numérique scolaire. Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, messieurs, mademoiselles et messieurs les mémorants. Et vous avez fait un très bel exposé. Et l'exposé a été intéressant, c'est
que vous avez reçu au cours de Viva. Donc, c'est pas moi qui dis que l'exposé est intéressant, mais le peuple a décidé que l'exposé soit est intéressant. Donc, c'est bien comme ça. Mais pourquoi tant d'intérêt dans cet exposé? Et je me demande, est-ce que l'un des exposants peut me dire pourquoi autant d'intérêt? Pourquoi ce sujet-là, par exemple, a autant d'intérêt? Pourquoi vous avez vous-même choisi ce sujet? Oui. Ce sujet nous a été proposé par l'université dans le cadre d'une étude scientifique. Donc, on a choisi ce sujet spécialement car on s'est intéressé au domaine scolaire le plus, on peut dire. Mais ces sujets nous ont été proposés par l'université. Et bon, et on va passer au rapporteur et on prendra le directeur après, le rapporteur d'abord. On va entendre le rapporteur qui va apprécier votre travail. N'ayez pas peur. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Tout d'abord, je vais féliciter l'exposé des deux vétérans, qui ont fait un exposé oral coordonné, hein, et leur expression était claire, hein, distincte et intelligible. Donc, je dois les féliciter pour ça. Leur travail écrit, bon, on voit bien que les étudiants ont fait des efforts dans la livraison du travail écrit, puisqu'ils ont fait de réels efforts pour respecter les règles de présentation du mémoire. Ils n'ont pas bâclé la présentation. Pardon. Ils n'ont pas bâclé la présentation. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour respecter ces règles. Ensuite, je dois dire que il y a encore, toujours sur rester sur la forme, il y a encore quelques petites coquilles, si vous avez un petit peu de temps pour relire ça, mais globalement, c'est un travail propre et un sujet très intéressant. Un sujet très intéressant. Alors, tellement intéressant que je suis quand même étonné de voir avec quelle brutalité vous rentrez dans le sujet. Et le numérique pénètre partout. Partout. Donc, moi, j'aurais choisi la chose suivante. J'aurais montré en quoi le numérique devient incontournable, en général, en prenant quelques références qui montrent à quel point le numérique rentre aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Je dirais même très privée, puisque même à la maison, certaines personnes utilisent du numérique pour régler leurs propres problèmes personnels, c'est-à-dire une approche globale, et puis montrer en quoi, dans l'introduction, toujours dans votre domaine, montrer en quoi l'éducation, l'enseignement en général, n'est pas épargné par cette pénétration. Mais vous êtes rentré directement dans l'enseignement, dans l'éducation et dans la gestion des établissements. Moi, j'aurais fait quelque chose de plus large d'abord. Et puis après, j'aurais délimité mon champ, bien sûr. Montrer que vous n'êtes pas des spécialistes du numérique seulement dans les établissements scolaires.
c'est pas seulement ça qui vous intéresse, mais c'est la force du numérique dans la gouvernance, dans le management en général, et plus particulièrement pour la gestion des établissements, ça devient incontournable. Puisque vous le montrez un peu dans votre travail, vous montrez en quoi l'importance d'une gouvernance adaptée permet une meilleure performance du management, de la gestion des établissements. Vous mettez en avant un certain nombre de points qui rentrent dans le vif du sujet. Je laisse de côté les éléments de forme. Je vous ai dit, il faut faire relire un peu les choses. Dans le chapitre 3, on n'a pas besoin de parler de recommandations. Dans le chapitre 3, vous ouvrez des perspectives et puis c'est tout. On n'a pas besoin du mot recommandation. Je laisse les problèmes de forme pour rentrer directement dans le fond. Je pense que vous avez oublié dans les éléments clés qui font la réussite de la pénétration du numérique dans une gouvernance, dans un management d'un établissement. Vous mettez bien en avant la notion de responsabilité clairement définie. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, l'exemple de l'IUS, pour vous, devait vous interpeller. Vous avez vu comment l'IUS, chaque chose à sa place, chacun a sa zone de responsabilité. Et vous avez vu, et là, vous avez raison, il faut qu'il y ait une gouvernance où on voit très clairement les zones de responsabilité de chacun. Vous mettez en avant la notion de formation et d'utilisation régulière. C'est-à-dire, plus on utilise la plateforme, et plus le modèle sera performant, puisque ça nous montre les bugs, les insuffisances dans les choses. Mais il a manqué un élément important, c'est-à-dire qu'on ne numérise pas, on ne passe pas au numérique pour passer au numérique. On passe au numérique pour rendre plus efficace un modèle que l'on a. Un établissement, mais il fonctionne avec un modèle. Et là, ce modèle-là définit effectivement la place de chacun, la responsabilité de chacun, mais on ne numérise pas pour numériser. Il faut d'abord partir d'un modèle, et tant qu'on n'a pas de modèle, on aura beau numériser, ça ne va rien donner. Et là, je crois que ça a manqué dans votre travail, même si c'est un travail qui est très intéressant et que je suis sûr certains établissements vont s'en imprégner. Mais un établissement ne ressemble peut-être pas à un autre. C'est-à-dire vous n'allez pas numériser le primaire comme vous allez numériser le secondaire. Donc, et vous n'allez pas numériser le supérieur comme vous numérisez le secondaire. C'est-à-dire que chaque niveau doit définir un modèle et ce modèle doit être respecté à travers la numérisation. Mais si on ne sait pas où on va, ce que l'on veut, quel modèle sur lequel on s'appuie, la numérisation ne va rien apporter. La numérisation peut même accroître la cacophonie qu'il y a dans l'établissement, voire même dans la tête de ceux qui ont à charge l'établissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà cet élément. Je ne suis pas spécialiste du numérique, mais je ne connais pas les techniques qu'il faut utiliser. J'ai bien lu les auteurs, j'ai bien regardé les auteurs et leurs modèles que vous utilisez pour montrer tout ça. Mais je pense que ce morceau-là a manqué. Un chef d'établissement qui vous dit « numérisez-moi mon établissement »,
vous devez lui dire, mais donnez-moi votre modèle, que je puisse voir comment on peut faire. Hein? Comment l'organigramme, tout cela se présente. Et là, on peut numériser. Mais si lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut numériser, je ne pense pas qu'on débouchera sur ce que vous appelez une efficacité de la gouvernance. Hein? Voilà un peu, déjà on peut débattre sur ça, si vous avez des remarques déjà sur ça, et je suis preneur. Donc, Monsieur le Président, déjà, c'est le premier jet de mes remarques. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, docteur Célimène. Et nous avons été très édifiés. Et tout de suite, nous allons passer la parole au directeur de mémoire, le docteur Christophe Providence. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie les impétrants, hein, les étudiants pour leur exposé. Et particulièrement, je vais partager l'expérience en soi. Mais avant toute chose, il faut vraiment intégrer les recommandations de mon collègue Célimène, parce qu'effectivement, au-delà de la mise en place d'une solution digitale, il faut que cette solution réponde effectivement à un besoin. Donc, ce qu'il faudra démontrer dans le travail. Donc, j'ai aussi des remarques, et vous allez, comme d'habitude, recevoir, mais parce qu'il y a des choses à améliorer, c'est toujours. Et donc, vous allez recevoir les éléments. Mais je tiens à rappeler qu'en réalité, il s'agit d'un méga projet de l'IUS dans sa volonté de mettre en place ce qu'on appelle le service à la communauté. On a invité nos étudiants, ils étaient 10 ou 12, et ils ont pu travailler sur chaque binôme en binôme. Hein. Chaque binôme travaillait sur un aspect et au final, on aura un méga projet, une solution digitale à proposer à la République, hein, en vue d'aider. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, au-delà de la solution spécifique, il faudra apporter à chaque établissement, il y a ce qu'on appelle une solution globale, transversale. Hein, parce qu'en réalité, aujourd'hui, au moment où je vous parle, et c'est comme pour les collègues, même au niveau de l'enseignement supérieur, des fois, pour répondre à une question très simple, combien d'effectifs, combien de cours, combien, etc., ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que tout est ils sont dans l'ancien modèle. Hein? Donc, en matière de gouvernance, même pour que l'État haïtien puisse avoir une idée de ce qui se passe ailleurs, disons qu'en termes d'abandon scolaire ou n'importe quoi comme variable qu'on va considérer, eh bien, s'il y a la solution transversale qui est disponible, et ça va non seulement faciliter l'établissement, mais aussi les instances de contrôle. Donc, je ne parle pas de spécifiquement chaque établissement par rapport à leur propre spécificité. Oui, il y aura une adaptation, mais le travail visait justement à répondre à ce besoin-là. Parce que besoin, oui, puisque on prend, même pour inscrire les élèves, etc., c'est très, très, très difficile. Si jamais il y a les intempéries et qu'il y a une catastrophe quelconque, eh bien, l'école perd tout. Et il n'y a rien, il n'y a aucun moyen de pouvoir garantir le fonctionnement après. Donc, c'est ça qui est recherché dans ce projet-là. Donc, voilà, donc j'invite les étudiants à prendre en compte cet aspect de spécificité, hein, à intégrer pour vraiment étoffer le travail, parce
parce qu'effectivement, il y a un véritable besoin. Et ce n'est qu'un aspect, puisqu'il y a d'autres aspects qui ont été traités par d'autres étudiants, que ce soit en informatique, des étudiants en informatique qui travaillent sur la solution digitale en soi et techniquement. Et puis, il y a aussi les étudiants en économie-gestion, parce que là, il était question de voir est-ce que par rapport aux besoins exprimés localement, quelle serait idéalement une mise en place à faire pour répondre à ces besoins-là. Donc, c'est un peu ce mémoire-là avait pour objectif de répondre à cette question. Donc, moi, j'aurais deux questions pour mes étudiants. Bon, pour les remarques, on va voir ça après. La première question, j'aimerais que les étudiants nous expliquent, d'accord, comment ça se fait que dans le travail, il y a l'utilité perçue, hein, que vous avez bien développée, qui est très élevée, hein, donc la perception, etc., alors que la facilité d'utilisation reste très faible. Est-ce que vous pouvez expliquer aux collègues du jury à l'assistance cet aspect-là dans le travail? Ça participe aux spécificités locales. Et deuxième question, alors je reprends la première question, parce que visiblement, ils n'ont pas eu le temps de noter. Comment expliquez-vous que l'utilité perçue soit élevée alors que la facilité d'utilisation reste plus faible? Utilité perçue, on voit, voilà, et facilité d'utilisation, c'est faible. Est-ce que, pour expliquer, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Et deuxième question, dites-nous vraiment sans détour, quelles mesures prioritaires, hein, disons que le ministère vous consulte tout de suite, quelles mesures prioritaires recommanderiez-vous au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour accompagner la numérisation des établissements scolaires, sachant que c'est, comme diraient les Américains, the must, c'est une obligation si l'enseignement supérieur doit se moderniser. Quelles seraient prioritairement vos recommandations? Merci, Monsieur le Président. Et je ne sais pas si les étudiants ont quelque chose à dire ou bien s'ils veulent répondre tout d'abord aux questions posées par le docteur Providence. Vous répondez d'abord aux questions. Oui. Nous allons répondre aux questions. Donc, la première question était pourquoi l'utilité perçue est si élevée et la facilité d'utilisation faible. Je pense que en Haïti en ce moment, pas même en Haïti, partout, quand vous utilisez une plateforme et que vous voyez que cette plateforme vous est utile dans votre quotidien, ça, sur ce plan, c'est OK, cette plateforme vous est utile. Mais il faut avoir les capacités pour utiliser cette plateforme. Nous voyons en Haïti que la majorité des professeurs sont des personnes âgées. Et les personnes âgées et la numérisation, les plateformes, c'est deux choses qui sont opposées. Donc, c'est difficile pour une personne âgée de s'adapter à la numérisation qui en ce moment. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le taux de facilité d'utilisation est faible. Car la majorité des professeurs sont trop âgés et ne s'habituent pas facilement au numérique, ou bien, je peux dire, les professeurs n'ont pas
pour répondre, à la deuxième question, on peut dire que le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas réussir la numérisation scolaire haïtienne par simple déploiement d'outils. Il doit simultanément former les acteurs, résoudre les contraintes d'infrastructure, structurer la gouvernance et se doter d'un cadre national cohérent. Dans le cadre, à savoir dans le cadre de notre travail, de notre étude, nous recommanderions au ministère de l'Éducation nationale 6 mesures prioritaires, à savoir l'élaboration d'une politique nationale de numérisation scolaire. Et ensuite, nous recommanderions aussi d'investir dans la formation continue, le déploiement des techniciens itinérants et de résoudre les contraintes infrastructurelles, d'instaurer aussi une gouvernance participative, à savoir imposer la création des comités numériques dans chaque établissement, incluant direction, enseignants, personnel administratif, etc., pour soutenir la centralisation excessive documentée dans notre étude. Ensuite, il faudrait qu'ils mettent en place un système national de suivi de l'évaluation. C'est-à-dire créer des indicateurs nationaux mesurant le taux d'adoption, le niveau de formation, les effets organisationnels des plateformes, et afin de piloter la formation, la transformation de préférence numérique de manière continue et fondée sur des données. Merci. Je vous remercie et d'avoir fait si bonne figure dans la réponse. Et maintenant, je demanderai à au collègue Montisol et s'il n'y a rien à ajouter. Au camarade Montisol, s'il n'a pas quelque chose à ajouter à ta réponse, à la réponse de Biron. Merci pour la parole, cher président. Non, je n'ai presque rien à ajouter. Elle a bien structuré sa réponse. Je la félicite pour la réponse. Ok, d'accord. Et j'allais dire monsieur le président, mais c'est moi qui suis le président. Et docteur Christophe Providence, vous n'avez rien à ajouter? Non, ça va pour moi. Sinon, de féliciter le binôme et de leur dire qu'il y a du boulot derrière et ils doivent se préparer et se mettre, bien entendu, dispo. Alors, prêt à le travail. Oui. Félicitations. Docteur Oui, moi pour féliciter. Oui, merci, président. Pour féliciter les deux étudiants pour leur motivation, et j'espère que leur motivation va être suivie par les autorités notamment de l'éducation nationale, qui pourrait très bien envisager une équipe par département ou étape par étape, département après département, une équipe qui serait chargée de regarder ça de près. Et pourquoi pas que nos étudiants soient les éclaireurs dans ce domaine-là, parce que nous formons, je crois, des gens compétents dans différents domaines, et je crois que ces jeunes-là ont beaucoup à apporter sur l'opérationnalité du numérique en Haïti. Parce que Haïti a déjà fait du chemin en matière de numérisation, aussi bien dans le domaine public que privé, mais il y a encore beaucoup à faire dans les institutions, pas seulement dans l'éducation. C'est pourquoi je parlais de modèle. Vous quittez l'éducation, vous allez ailleurs,
eh bien, ces deux étudiants-là, une fois qu'on leur donne le modèle de l'institution autre, je pense qu'ils sont en mesure de numériser ou de faire des jets qui leur permettraient de numériser l'institution en question. Pas seulement une institution, pas seulement un établissement d'enseignement, mais n'importe quel enseignement, n'importe quelle fonction, il suffit de leur donner un modèle très clair, très rigoureux, pour qu'ils comprennent ce que la gouvernance veut à travers la numérisation. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Et bon, en fait, j'abonde dans votre sens, docteur Célimène. Et si j'ai bonne mémoire, je me rappelle avoir fait un cours de gouvernance et un étudiant disait de gouvernance et venait chercher et dans la filière administrative. Et je lui ai répondu comme vous, eh bien, même si vous êtes maire, eh bien, vous allez, bon, quand vous êtes maire, vous êtes dans la gouvernance publique, hein, et vous gouvernez, et vous proposez des solutions. Hein, c'est pas du tout fait. Hein, vous allez utiliser ce cours-là, vous allez, normalement, c'est pas le cours seulement, et cet exposé de mémoire, c'est pas seulement le cours, mais c'est le cours plus la numérisation. Donc, j'avais dit que quand une institution vous donne un cours, même si vous ne savez pas le bien fondé de ce cours, mais l'institution sait que vous en aurez besoin, il faut prendre ce cours, il faut faire confiance à l'institution. Et c'est pourquoi ma première question a été qu'est-ce qui vous a motivé à traiter un tel sujet, à prendre un sujet? Mais je crois que là-dessus, le président a répondu, quoi. Vous n'avez rien à ajouter et les mémorants? Moi, je n'ai rien à rajouter en ce qui me concerne. Merci, président. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et au revoir, chers étudiants. Au revoir, monsieur le président. Au revoir, docteur. Est-ce que les mémorants avaient quelque chose à dire? Est-ce que les mémorants ont quelque chose à dire? Les mémorants. Oui. Vous nous recevez bien? Oui. Okay. Oui. Nous tenons spécialement à remercier vous, chers membres du jury, pour votre disponibilité, votre présence et votre travail. Ensuite, nous tenons à remercier les membres de l'administration, plus spécialement le docteur Célimène et le docteur Providence pour leur disponibilité et pour la qualité de l'enseignement fourni ici à l'IUS, et surtout au docteur Célimène, bien sûr, qui ne dort jamais et qui est très exigeant avec nous, les étudiants. Donc, nous vous remercions et merci pour la qualité de l'enseignement et merci pour les outils que vous fournissez ici à l'IUS. Une éducation bien sûr de qualité, un enseignement bien sûr de qualité. Et donc, surtout, merci beaucoup. Et donc, si tu n'as rien à dire. Encore une fois, merci beaucoup. Et j'espère continuer avec vous en master à l'université car vous offrez une très bonne qualité d'éducation. Donc, je remercie ma mère et mon père qui sont en train de me regarder en ce moment. Je vous aime. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, avant, je rappelle que demain, nous aurons